Normalement, nous sommes en live sur Facebook, sur Twitter et également pour évoquer évidemment la situation de l'Estac avant le match contre Lorient. Plusieurs choses à dire, Alan. Déjà sur le plan sportif, l'Estac qui sort de 5 défaites d'affilée par un nul contre Monaco la semaine dernière, on l'a suivi. D'après toi, ça a vraiment servi de déclic? Alors, j'ai l'impression effectivement que ce nul arraché dans les toutes dernières secondes peut servir de déclic. C'est en tout cas le message qu'on essaie de faire passer au sein du club. C'est aussi l'impression qu'a eu un joueur, Florian Tardieu, qu'on a interrogé cette semaine, qui est actuellement en rééducation. Il est blessé au pied. Et lui qui est maintenant observateur, un peu comme nous, même s'il est aussi joueur et supporter, mais un peu observateur, il a aussi cette impression, vu de l'extérieur et aussi forcément vu un peu de l'intérieur, que ce but de Guéhubo là contre Monaco dimanche au stade de l'Aube a été un déclic, notamment au vu de la réaction des joueurs après ce but qui ont presque fêté ce match nul comme une victoire. On sent qu'il y a eu vraiment une sorte de soulagement, voilà, de ne pas enchaîner une nouvelle défaite. Ça faisait beaucoup de défaites de suite et là, on se dit tiens, peut-être que l'Estac peut capitaliser sur ce match nul de dimanche. Aussi parce qu'on a vu une attitude assez positive qu'on n'avait pas trop vue ces dernières semaines, de l'agressivité, de l'engagement, de la solidarité, et donc aussi du caractère, puisque l'Estac a réussi à revenir au score, donc on l'a dit, dans les dernières secondes. Donc voilà, on essaie maintenant un petit peu de tirer le positif des choses qu'on voit sous nos yeux. Voilà, ça peut en être une, ce caractère. Donc voilà, je pense que l'Estac va continuer là-dedans, dans cet état d'esprit-là. Après, est-ce que ça suffira pour prendre des points? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, on sent une équipe qui n'a pas lâché, qui est toujours en vie. Ce dont on pouvait douter, hein, après le dernier mois de compétition vraiment catastrophique. Voilà, l'équipe n'a pas lâché. On sent une équipe qui a toujours envie de se maintenir et qui en a en tout cas en plus les capacités. Et excuse-moi, tu étais en conférence de presse tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils en disent exactement? Alors certes, tu me diras, il y a tout un tas de com autour de ça, mais tu sens cette détermination dont tu parlais quand même? Alors bon, on avait en conférence de presse Abdou Conté qui est pas le plus grand bavard de l'effectif, qui est plutôt assez réservé. Donc effectivement, il n'a pas trop été sur ce terrain-là. C'est plus les échos qu'on en a un peu autour et un peu dans le club, c'est-à-dire que voilà, il y a eu ce soulagement, comme je l'ai dit, de ne pas perdre une nouvelle fois en plus à domicile. Là, je pense que ça a vraiment été très, très compliqué. D'ailleurs, on avait une question à ce sujet d'un supporter là, qui nous demandait si Hugo, le joueur qui a égalisé contre Monaco dimanche, avait entre guillemets sauvé la tête de Patrick Zambo, l'entraîneur. On peut penser, moi j'ai un peu cette impression-là qu'effectivement, s'il y avait eu une nouvelle défaite dimanche dernier, forcément l'avenir de l'entraîneur aurait été mis sur la table. D'autant plus que la direction City Group était cette semaine à 3. Donc, forcément, je pense que la question aurait été posée. Je ne sais pas si elle aurait été penchée dans le sens d'un départ ou d'un maintien, mais en tout cas, la question aurait été évoquée. Là, ce nul, on va dire, lui donner du répit. À l'aller, l'Estac et Lorient avaient fait match nul. Là, vers quoi on s'oriente d'après toi, justement, compte tenu de tout ce que tu viens de ouais, alors, je pense que Lorient, c'est une belle équipe de Ligue 1 hein, qui a vraiment eu une grosse période à un moment donné, qui était même dans les 4-5 premiers. Là, ils sont revenus un peu dans le rang, j'ai envie de dire. Ils ont fait le plus dur. Hein, pour eux, c'était de se maintenir assez rapidement dans la saison, c'est chose faite. Là, on sent voilà, il y a moins cette détermination. Forcément, ils ont moins de choses à aller chercher. Donc, je pense que les Stacks a un bon coup à jouer là en terre bretonne ce week-end. Encore une fois, je pense qu'ils vont être un petit peu revigorés par ce match nul, même si, encore une fois, dans le contenu des matchs, c'était pas extraordinaire. Hein. Mais on sait que dans le foot, le moindre petit déclic, la moindre étincelle permet de vite enchaîner par une spirale positive. C'est un peu cyclique, quoi, les résultats de l'État ces dernières saisons. On sent que là, on est peut-être à l'amorce d'un cycle vertueux. C'est en tout cas ce qu'on espère, hein, évidemment, c'est ce qu'espère le club et ses supporters. Et le match est assez ouvert. Je pense dimanche, ça va être assez ouvert à Lorient, qui est en plus une équipe qui est joueuse. Donc, je pense qu'on va avoir un match assez ouvert et assez plaisant.
Ok. N'hésitez pas à poser des questions sur Facebook ou Twitter. Profitez que Alan soit en direct pour poser des questions. Je voudrais qu'on retourne 30 secondes. Alan, tu parlais de Citigroup qui était sur 3 cette semaine. C'était quoi? Visite de routine? C'était prévu? Est-ce que, on va en parler dans un instant, tout ce qui tourne autour de l'extra-sportif a provoqué justement cette venue? Quel était le contexte? Alors, elle était prévue, oui. Moi, ce qui m'a un peu interpellé, c'est que Brian Marwood, donc, qui est le grand boss de la politique sportive du groupe, du Citigroup, était déjà venu il y a une quinzaine de jours avant le match contre Montpellier. Là, il était de nouveau présent cette semaine. Il n'était pas tout seul, mais il était de nouveau présent. Donc, moi, effectivement, on peut interpréter ça effectivement comme étant une présence peut-être pour trancher notamment le débat de l'entraîneur dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ça, pour l'instant, il n'y a rien de neuf là-dessus. Non, le match nul lui a donné du répit. Puis encore une fois, peut-être qu'il aurait été maintenu, même si les Steaks avaient perdu dimanche. Moi, c'est un peu l'opinion que j'en avais après ce match, en me disant que s'ils avaient perdu, peut-être que sa tête serait tombée. Peut-être que ça n'aurait pas été le cas. On sent qu'il a quand même l'appui du Citigroup, dont il est membre depuis des années, Patrice Norbeau. Il y avait aussi un contre amical contre le club belge de Lommel, qui est aussi un club appartenant au Citigroup. Il y avait des joueurs qui étaient à l'essai, notamment du côté de Lommel, des joueurs peut-être potentiellement recrutés pas par 3, mais par le Citigroup pour ensuite les placer dans leurs différents clubs satellites. On voit, il y avait un petit peu, je pense, ces deux moments-là, le match amical et puis peut-être des discussions, en tout cas des débats à trancher qui ont motivé cette venue des dirigeants du Citigroup. Donc, rien finalement n'a filtré. On en parlait justement à demi-mot, parce que cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de Chris Norbeau. Honnêtement, à quoi on est à combien? À 12 journées de la fin, quelque chose comme ça. C'est pertinent de changer d'entraîneur à ce moment-là ou quoi, sachant que bon, on vient de le faire, quoi. Ouais, c'est un petit peu effectivement la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'un éventuel nouvel entraîneur aurait du temps pour changer la donne? Moi, je pense que oui. Je pense que une douzaine de journées, c'est court, mais c'est assez long pour en tout cas mettre en place un esprit commando. Alors, ça serait évidemment pas pour construire une équipe, révolutionner les stratégies, tout ça, mais plus dans les têtes de redonner un peu de souffle et de fraîcheur et de confiance à ce groupe. Même si, encore une fois, quand on parle d'entraînement ou des équipes qu'on a de la part de joueurs, par exemple, on sent un groupe qui vit bien, on ne se pas de fracture du tout avec l'entraîneur, ce dont on avait l'impression avec Gomerles sur la fin de son mandat. Donc voilà, les joueurs suivent l'entraîneur, il n'y a pas de cassure, on sent qu'ils apprécient son approche, son management. Malgré tout, les résultats étaient là et peu d'entraîneurs auraient survécu à une telle série. On est à 2 points sur 27, 2 points en 9 matchs. C'est quand même catastrophique. Donc, peu d'entraîneurs auraient survécu à ce type de série. Voilà, lui, il est membre du Citigroup, il a été choisi par le Citigroup, dont il fait partie, il est dans le moule Citigroup, donc forcément, ça aurait été un terrible aveu d'échec. On ne va pas se tirer une balle dans le pied, quoi, en fait, quelque part. Il y a Alexis qui nous dit, Alexis Felco, que le son est très mauvais. Je ne sais pas si ça vient de chez moi. Alexis, j'en sais rien, peut-être. Je ne sais pas du tout. Et sinon, il y a Laurent Bougel qui dit des rumeurs sur un départ de Adil Rami l'année prochaine. C'est vrai? Alors, pour être très honnête avec vous, j'en ai entendu parler aussi. MLS, Qatar, Chine. Ouais. Laurent est super bien informé. J'ai pas trop envie je vais en parler, mais sans donner de destination, parce que pour être honnête, j'ai effectivement ce type de rumeur aussi qui est revenu à mes oreilles, mais j'ai pas encore réussi à croiser la source, la vérification, donc j'ai pas d'informations claires à ce sujet. Mais effectivement, alors il est en fin de contrat, Adil Rami, on se dit bien que ça va être ses derniers mois là à 3, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, on sent qu'il est en fin de parcours à 3. Effectivement, on s'attend tous à qu'il enchaîne par une carrière de consultant ou d'acteur, je ne sais pas. Peut-être aussi, effectivement, moi, c'est un peu plus ça comme rumeur que j'ai, qui destinerait plutôt à faire une dernière pige de footballeur dans un pays, dans un championnat mineur, qu'on va surnommer d'exotique, voilà, les nouveaux pays du football. J'ai envie de donner des destinations,
que, encore une fois, je n'ai pas croisé l'information. Mais oui, c'est des rumeurs qu'on commence à entendre qui poursuivra sa carrière ailleurs. Et consultant à l'Est Éclair? Non. Bah, il serait peut-être pertinent. Est-ce qu'il serait plus pertinent que toi, peut-être? Logan Martin, je pense que Kisnorbo peut rester, mais il faut changer le système de jeu. Comme ces 2 premiers matchs à la tête de 3, vous avez remporté 4 points sur 602 matchs. Ouais, alors je pense que Logan, il pense à une défense à 4 joueurs. Oui, peut-être, parce que les stacks prennent tellement de buts qu'on se dit que finalement, pourquoi mettre 5 défenseurs si c'est pour prendre autant de buts? Alors on sait que c'est pas si simple que ça, mais effectivement, pourquoi pas repasser à une défense à 4. Soit qu'Istanbul a tout essayé déjà, hein, défense à 4, défense à 5, milieu à 3, milieu à 2, attaque à 2, attaque à 3. Moi, j'ai plus l'impression que c'est pas une question de système, mais c'était surtout d'état d'esprit et puis même de jeu, quoi. On voit pas grand-chose, et même à 4 défenseurs, les premiers matchs de Istanbul, là, à Nantes et à Strasbourg, où les stacks a pris des points, c'était pas non plus fameux dans le jeu, elle venait d'arriver, mais c'était pas fameux. Le problème, c'est qu'on voit pas beaucoup de progression de ce point de vue-là, peu importe le système. On voit plus de la progression en fait en termes d'attitude. Voilà. Après, ça peut permettre de se maintenir. Sur une courte durée, je pense que les gens sont satisferont. Maintenant, sur la durée, on attend évidemment un peu plus de jeu et plus d'émotion, surtout au stade de l'Aube. Aujourd'hui, cette saison qui s'achève dans 2-3 mois, là, on l'a un peu vécu là un petit peu sans trop de relief pour l'instant. On n'a pas trop eu d'émotion cette saison. On en a peut-être sur la fin avec le suspense du maintien, mais jusque-là, ce n'est pas une saison qui restera dans les annales du club, c'est sûr. Clément de Savy qui dit maintenir Ripard dans le 11 est essentiel. Tu es d'accord avec lui? Alors, j'invite Clément à lire l'Est Éclair de demain, de ce samedi, où justement on va faire un focus là-dessus sur 2 joueurs, sur Renaud Ripard et sur Dominique Kwame, qui ont fait leur retour dans le 11 effectivement la semaine dernière contre Monaco, qui ont été, on va dire, performants. Alors, Ripard surtout pour sa capacité à être leader d'exemple, et Kwame pour son but notamment, il a ouvert le score dimanche dernier, Kwame. Effectivement, je pense que Ripard, le maintenir dans le 11, c'est indispensable parce qu'il apporte, comme je l'ai dit, ce caractère, cette attitude, et c'est vraiment un leader d'exemple. Son agressivité déteint sur toute l'équipe. Il joue en plus en attaque, donc c'est vraiment le premier défenseur. Voilà, je pense qu'il tire toute l'équipe vers le haut en termes d'attitude. Après, c'est pas le joueur le plus fin techniquement du monde. Je pense qu'il faut le maintenir dans le 11. Après, la problématique, c'est ce qu'on pose demain dans le journal, c'est que Bama Baldé revient, le meilleur buteur de l'Estac revient. Et est-ce qu'il faut associer les deux? Est-ce qu'il faut alterner entre les deux? Est-ce qu'il faut les associer, mais qui on met devant dans l'axe et qui on met sur un côté? C'est un peu les questions qu'on pose demain et qu'on a posées aussi à l'entraîneur. Il n'y a pas de réponse très précise de sa part, mais en tout cas, le débat est sur la table. Deux, trois remarques d'internautes, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Schrackzer dit: on voit que Kisnorbo n'a aucune obligation de résultat, ça s'entend dans les conférences d'avant et après match. Il fait abstraction des résultats du classement. Tout club qui joue sérieusement et réellement le maintien n'accepterait pas un entraîneur avec un niveau aussi faible. C'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Et Elvedine qui poursuit: je pense que Montbard, c'est la cause du bon nombre de problèmes, en plus du non-investissement des joueurs. Ça, c'est encore un autre sujet. Ouais, alors pour parler de l'entraîneur, alors c'est comme un gros compétiteur, hein, c'est les échos qu'on avait de Melbourne. En fait, j'avais eu un joueur de Melbourne quand Kisnorbo est arrivé, il me disait la grosse différence entre Montbert, parce que Montbert c'était l'entraîneur principal de Melbourne avec Kisnorbo en tant qu'adjoint. Quand Montbert est parti de Kisnorbo, donc qui a pris le relais de Montbert à la tête de l'équipe de Melbourne, et ce joueur m'a dit le gros changement quand il y a eu ce changement d'entraîneur, c'était le côté effectivement très compétiteur. Eric Montbert, effectivement, n'était pas trop dans le côté résultat, c'était très très secondaire pour lui. Pour lui, c'est le contenu des matchs qui doit amener au résultat. Kisnorbo, lui, on sait que c'est un ancien joueur, un gros compétiteur, et c'était vraiment le principal changement. À 3, effectivement, on n'a pas trop cette impression-là. Aussi, je pense, parce qu'Eric Montbert est dans le staff, il est avec lui au quotidien. Et je me demande effectivement quelle serait l'attitude et les choix de Kisnorbo sans Montbert de côté. Je me demande si ça ne serait pas un peu différent. On se demande quelle est l'influence réelle de Montbert sur Kisnorbo. On n'est pas les seuls à se la poser. À l'intérieur du vestiaire, des fois, on se la pose aussi. Donc, effectivement, est-ce que Montbert c'est obligé de tous les problèmes? Ça serait un peu trop facile. Mais dans le côté, effectivement, psychologique, où vraiment il faut dire les joueurs, allez, maintenant, il faut se maintenir, il faut y aller.
Éric Mombert n'étant pas dans ce côté très résultat, où il faut se maintenir à tout prix, ça c'est vrai, il le dit. Hein. Donc je me demande si cette petite musique n'arrive pas à l'oreille des joueurs, notamment des plus jeunes, qui du coup voient un peu l'intérêt de se débrouiller le dimanche. Peut-être une petite question. Des questions avant le match. J'avais une question d'Emmanuel, notamment, qui nous avait alerté avant le match, qui demandait comment aujourd'hui le City Group, son propriétaire, perçoit les premières années à l'Estac et les premières années complètement ratées. Et par rapport à ça, j'ai Clément qui me dit effectivement comment expliques-tu la gestion incompréhensible des 2 recrues du dernier mercato? Ouais. Alors, sur la première question, sur les derniers mercato en général, François Vitali, directeur sportif, qui avait reçu des supporters la semaine dernière, il me semble, au stade, avait fait une sorte d'un mea culpa aussi sur certains choix de mercato. Ils sont assez honnêtes en disant qu'il y a eu des erreurs. L'idée donc est de les corriger, enfin surtout de ne plus les reproduire à l'avenir. Je pense qu'il y avait un problème notamment de profiling, enfin de mauvaise cible, en fait, de profil. City Group pensait au départ prendre des très jeunes, c'était un peu le projet initial en Ligue 2, au départ de prendre des joueurs très très jeunes, 17-18 ans qui allaient venir et s'imposer à 3, et ensuite évoluer. Là, avec la Ligue 1, ils se rendent bien compte que c'est plus compliqué, et les jeunes en Ligue 1, c'est plus de 18 ans, c'est 20-21 ans qu'il faudra venir. Donc ça, j'ose imaginer qu'ils sont en train de revoir un petit peu cette stratégie-là, et qu'on verra un peu cette évolution dans les mercato à venir. Sur la question de Clément, sur les 2 dernières recrues, on parle de René Adelaide et de TBD qui sont arrivés le dernier jour du mercato hivernal. Là, effectivement, c'est la grosse incompréhension, c'est un petit peu inexplicable. Je ne joue pas du tout. TBD a joué au début, puis plus du tout, même plus convoqué sur certains matchs. Adelaide, il est toujours convoqué, mais il n'est même pas rentré la semaine dernière. Alors qu'un joueur comme Dongo, qui est un jeune du club, qui est très loin du niveau forcément d'Adelaide, est rentré avant lui. La question avait été posée à l'entraîneur. Alors, pour TBD, on demande du temps, il faut qu'il s'adapte aux stratégies, aux demandes du coach. Adelaide, là, par contre, c'est un peu plus étonnant parce que c'est un joueur qui est prêté. Donc, il est aussi là pour se relancer. Et là, le pauvre, je me mets à sa place, il doit se dire mince, je suis venu là pour me relancer. Et en fait, je m'en coûte un peu. Quoi. Donc, ouais, je suis assez d'accord. Là, je pense qu'il y a eu soit des mauvais choix, ou en tout cas une mauvaise gestion ensuite de ces recrues. Il y a Justine, là, notre assistante, qui vient de me passer une question. Comment City Group va faire pour remplir le stade à nouveau, puisque leurs animations aujourd'hui ne fonctionnent pas? Alors ça, c'est la grosse question qui ne date pas de City Group, mais comment remplir ce stade de l'Aube? Je pense que si on avait la réponse, tout le monde l'aurait, on serait bien content, parce que là, effectivement, l'affluence au stade est mauvaise, la plus mauvaise de Ligue 1, juste devant Monaco. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu d'indifférence actuellement du public. On sent qu'il y a… À cause des résultats, à la fois des résultats, parce qu'effectivement, forcément, quand ça va moins bien, les gens viennent moins, ça c'est sûr. Aussi du contenu des matchs, comme je l'ai dit, on vibre un peu aujourd'hui au Stade de l'Aube, hormis sur les fins de saison où il y a le suspense, on vibre par le suspense, on ne vibre pas par le jeu déployé ou par un joueur qui nous émerveille en fait. Donc effectivement, quand on vient au stade, je me mets à la place des supporters, on se dit bon, on ne voit pas grand-chose. C'est un peu la phrase qui revient quand on leur demande, c'est cette phrase-là, on ne voit pas grand-chose. Et c'est pas pour le côté carnaval qu'on vient non plus, quoi. Oui, c'est ça en fait, c'est un bonus. Les animations, en fait, ce sont des bonus. On vient au départ pour un match. Si autour il y a des animations, au contraire, je pense que ça fait vivre l'avant-match, etc. Les enfants peuvent être contents aussi, ça c'est très bien, il ne faut pas le rejeter. À volonté qu'il y a derrière. Maintenant, il y a quelque chose, il faut le souligner, mais ça doit rester un bonus. Si le match est mauvais, les gens ne vont pas retenir l'animation, ça c'est sûr. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que si ça descend en Ligue 2, là je pense qu'il y a une grosse cassure avec le public troyen. Parce qu'on parle de problèmes d'identification aussi aux joueurs qui sont beaucoup de jeunes étrangers qui ne sont pas là pour longtemps. On a du mal à s'y attacher aussi. Voilà, il y a demain aller au stade aussi, l'entraînement, les entraînements sont en clos. On voit, il y a tout ce problème d'attachement. Les stades, je pense, sont en train d'essayer d'y réfléchir. Comment rendre fiers les problèmes de leur équipe, ça, c'est un grand débat. Ouais. Je voulais, juste avant de terminer, Alain, si tu me permets, revenir sur une autre info, une actu hors sportive. C'était cette semaine, notamment dans l'IB Champagne, le Malaisebagne, sur la condamnation à 3 mois de prison avec sursis du président de l'Estac pour violence conjugale.
Est-ce que là aussi, on sent qu'il y a même un désintérêt, j'allais dire, même pour les supporters? Est-ce que tu confirmes? Bah, en fait, je sais pas si c'est un désintérêt, mais effectivement, c'est pas on voit pas beaucoup de commentaires à ce sujet sur les réseaux sociaux, en tout cas. En privé, un peu plus, forcément, les gens en parlent. Alors, au stade, ça en a beaucoup parlé dimanche, notamment dans la tribune présidentielle. Justement, voilà, est-ce que c'est pas au-dessus qu'on en parle? Ouais, Et puis peut-être. Est-ce que c'est finalement, un débat, entre guillemets, «d'entre gens» de 3, c'est possible. Je pense que les supporters sont surtout interrogés sur l'image que ça peut renvoyer sur le club. Alors aujourd'hui, il est présumé innocent puisqu'il a fait appel. Donc aujourd'hui, l'image, forcément, elle est un petit peu entachée, mais pas, ça prend pas, enfin, en tout cas, ça n'en parle pas trop non plus dans les autres médias nationaux, on va dire. Si ça avait été le président de Marseille, je pense qu'il y aurait forcément beaucoup plus d'articles à ce sujet. Voilà, peut-être qu'il faut s'en féliciter, hein, qu'il n'y en ait pas beaucoup plus non plus. Peut-être que la procédure est en cours, encore une fois. Mais effectivement, on sent un petit malaise malgré tout, que ce soit au sein du club, ils soutiennent, hein, vraiment, ils soutiennent par ses équipes. Donc, c'est plutôt autour du club qu'il y a un malaise, que ce soit au niveau de la ville, des partenaires, des supporters, même de nous, hein, médias qui suivons le club. Il y a un petit malaise qui se crée. Voilà, encore une fois, il laisse la procédure se terminer. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il a fait appel de cette première condamnation. Ouais, ce qui le rend présumé innocent. Tout à fait. Une fois, il peut être relaxé, la condamnation peut être un peu plus sévère. Mais malgré tout, il y a forcément ce problème d'image. Malgré tout, même s'il est présumé innocent, j'ai l'impression que l'image que ça renvoie, malgré tout, on peut en parler. D'où notre sujet cette semaine sur ce qui peut rester entre guillemets à la tête du club. Aujourd'hui, rien ne l'empêche d'être président de l'ESTAC. Plus en termes d'image que ça se pose, il y a des partenaires forcément qui déjà n'étaient pas trop fans du personnage, qui eux militent effectivement pour qu'il soit écarté. Voilà. Et tu crois que c'est une possibilité, ça, à la fin de la saison, parce qu'il est en fin de contrat justement en juin, hein? Ouais, alors justement, il est en fin de mandat effectivement au mois de juin, c'était décidé avant, hein, il avait signé pour 2 ans en arrivant à 3. Ce qu'on peut dire, c'est que Citigroup va entamer une enquête interne à ce sujet et qu'eux ne veulent pas se positionner tant que l'appel n'a pas été jugé. Une fois que ce sera fait, non. Si évidemment la condamnation est confirmée, je les vois mal garder Mick Mack, peut-être que même lui devra lui-même se partir. Par contre, s'il est relaxé, je ne vois pas pourquoi il ne continuerait pas. Là, on ne parle pas de ses compétences à lui, on parle de l'image que ça renvoie et de cette histoire qui est privée. Ok, bon, merci beaucoup pour ces analyses, Alan. Il y a juste Dominique qui avait laissé un dernier message. L'Estac a perdu son identité avec City. Bonne question, j'ai l'impression que Dominique, c'est plus un. Ah oui, c'est ça et rien d'autre. Voilà, c'est pas une question, donc je n'ai pas de réponse à apporter. Voilà, c'est ça. Bon, un grand merci, Alan. On se retrouve pour un autre débrief ultérieurement. Et merci à tous ceux qui nous ont envoyé quelques messages. À plus tard. Salut.